Dans un quartier comme tant d'autres, une mère de famille menait deux vies. L'une visible, faite de prières et de conseils, l'autre invisible, tissée de pactes et de sacrifices. Personne ne se doutait de rien, pas même ses propres enfants, pas même celui qu'elle avait choisi comme prochaine offrande. Bienvenue sur Lydie, au cœur de l'Afrique. Damba vivait seul avec ses deux enfants dans une maison modeste du quartier Boboyo à Kaélé. Une maison de 3 pièces, un petit salon, 2 chambres et une cour où le linge séchait toujours au soleil. Son fils aîné, Wangbwa, avait 23 ans. Il étudiait à l'université. Chaque matin, il partait avec son sac usé sur l'épaule et revenait le soir, fatigué, mais déterminé. Wangbwa ne se plaignait jamais. Quand il avait besoin d'argent pour ses cours, il le demandait une seule fois, sans insister. Sa sœur cadette, Day, avait 19 ans. Elle venait de décrocher le droit de se présenter à un concours national de la fonction publique. C'était une fille discrète, travailleuse, qui rêvait de devenir fonctionnaire pour sortir sa famille de la précarité. Leur père, Pahimi, était un homme politique influent, député depuis 2 mandats. Il vivait désormais dans un autre quartier, loin d'eux. Damba et Pahimi avaient officiellement divorcé 5 ans plus tôt. Du moins, c'est ce que les enfants croyaient. Damba ne parlait jamais de Pahimi. Quand les enfants posèrent des questions, elle coupait court. « Ne vous mêlez pas des affaires entre votre père et moi », disait-elle d'un ton sec. Les enfants qui fouillent dans les histoires de leurs parents attirent le malheur sur eux. Day et Wangbwa échangeaient parfois des regards, mais n'insistaient jamais. Ils avaient appris très tôt que leur mère avait des limites, qu'il ne fallait pas franchir. Le jour où Day se rendit au bureau d'inscription pour déposer son dossier de concours, elle portait sa plus belle tenue. Elle avait relu ses documents 3 fois. Tout était en ordre. La femme derrière le bureau s'appelait Madame Kakiang. La cinquantaine, des bijoux lourds, le regard hautain, elle parcourut le dossier de Day sans lever les yeux. « Votre dossier est complet, dit-elle. Il remplit tous les critères. » Day sourit, soulagé. « Mais dites-moi, continua Madame Kakiang en posant le dossier, qui vous parraine? Qui suit votre dossier en haut lieu? » Day ne comprit pas tout de suite. « Personne, madame. Ce concours est national. Chaque citoyen remplissant les critères a le droit de se présenter. » Madame Kakiang esquissa un sourire, un de ces sourires qui ne réchauffent rien. « Tu es jolie, Day. Très jolie. » Elle se leva, contourna le bureau et s'approcha. Sa main se posa sur l'épaule de Day, puis glissa le long de son bras. « Tu sais, murmura-t-elle, ce ne sont pas toujours les dossiers qui font avancer les gens dans ce pays. Il y a d'autres moyens, des moyens plus intimes. » Day sentit son sang se glacer. Elle recula d'un pas. « Madame, qu'est-ce que vous faites? Je te propose de t'aider. Le concours, c'est moi qui gère les places. Si tu es gentille avec moi, tu passes. Sinon... » La gifle partit avant même que Day ne réfléchisse. Sèche, nette, sonore. La main de Madame Kakiang se porta à sa joue. « Tu as osé me frapper, siffla-t-elle. Moi, tu sais qui je suis. Sors de mon bureau immédiatement, et je te promets que tu ne passeras jamais ce concours. Jamais. » Day ramassa son dossier et sortit sans se retourner. Dehors, ses mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Dans le même quartier vivait un jeune homme nommé Dandy. Il avait 25 ans, pas d'emploi fixe, mais une confiance en lui qui dépassait de loin sa situation. Dandy vivait de petits travaux, de débrouilles et surtout de son charme. Il avait remarqué Damba depuis des semaines. Chaque dimanche, elle passait devant chez lui pour se rendre à sa tontine. Toujours bien habillée, toujours seule, toujours pressée. Un dimanche, il décida de l'aborder. « Madame, excusez-moi. » Damba s'arrêta et le toisa de haut en bas. « Ça fait des semaines que je vous observe. Je voulais vous dire que vous êtes une femme exceptionnelle. Je suis amoureux de vous. » Le silence dura 2 secondes, puis Damba éclata. « Quoi? Tu me regardes et tu vois quoi? Une femme de ton âge? Tu crois que je suis une de tes petites filles du quartier? Imbécile. Ne croise plus jamais mon chemin pour me raconter ces bêtises. » Elle leva la main et le gifla fort devant tout le monde. Puis elle s'en alla, laissant Dandy humilié, la joue brûlante, le regard des voisins planté dans son dos. Cette nuit-là, Dandy ne dormit pas. Ce n'était pas le rejet qui le dévorait, c'était l'humiliation. Personne ne l'avait jamais frappé en public. Personne ne l'avait jamais regardé avec autant de mépris. Il voulait se venger, mais pas n'importe comment.
Aux abords du quartier, dans une ruelle que peu de gens empruntaient en plein jour, vivait Pa Tai-wei. On l'appelait le Vieux. Il ne portait pas de titre, pas de panneau sur sa porte, mais tout le monde savait ce qu'il faisait. Dandy s'y rendit le lendemain soir. « Vieux, j'ai besoin de ton aide. » Pa Tai-wei était assis sur une natte, un chapelet entre les doigts. Il ne leva pas les yeux. « Parle. Il y a une femme. Elle m'a humilié devant tout le quartier. Elle a de l'argent. Son ex-mari est un homme politique. Je veux qu'elle tombe amoureuse de moi, qu'elle m'obéisse, qu'elle me donne tout ce que je lui demande. » Pa Tai-wei leva enfin les yeux. Son regard était lent, profond, comme s'il voyait au-delà de Dandy. « Un charme d'amour. C'est ce que tu veux ? » ?»« Oui. Pour un charme, il me faut un objet qui lui appartient. Un vêtement, un bijou, un cheveu. » Dandy secoua la tête. « Impossible. Elle m'a giflé une fois. Si je m'approche encore, elle me tuera. » Pa Tai-wei ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent en silence. Puis il rouvrit les yeux. « Reviens demain soir. Je m'en occupe. » Le lendemain, quand Dandy revint, Pa Tai-wei tenait dans sa main un morceau de tissu, un petit carré de pagne usé et décoloré. « Comment vous avez eu ça ?» demanda Dandy, les yeux écarquillés. « Ne pose pas de questions que tu n'es pas prêt à entendre. J'ai envoyé un esprit. Il m'a ramené ce qu'il fallait. » Pa Tai-wei enveloppa le tissu dans une feuille sèche, murmura des paroles et souffla dessus 3 fois. « Maintenant dis ce que tu veux. Je veux que cette femme m'aime, qu'elle m'écoute, qu'elle me donne tout ce que je lui demande, même ce qu'elle n'a pas. Ce morceau de tissu ne doit jamais te quitter, dit Pa Tai-wei. Jour et nuit, il doit être sur toi, dans ta poche, sous ton oreiller, peu importe. Tant que tu respectes cette condition, la femme sera à toi. Mais malheur à toi si tu l'oublies, même une seule fois. » Dandy sourit. C'est tout. Un morceau de tissu dans la poche? Même un enfant pourrait respecter cette condition. Pa Tai-wei ne sourit pas. Les conditions les plus simples sont celles que les hommes orgueilleux échouent toujours à tenir. Va maintenant. Le dimanche suivant, Dandy attendit Damba au même endroit. Elle arrivait pressée, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose avait changé. En passant devant lui, Damba ralentit. Elle ne le regarda pas avec mépris ou colère, mais avec curiosité. « Toi, dit-elle, attends. » Dandy ne bougea pas. « Ton col est mal mis, dit-elle en s'approchant. Elle ajusta le col de sa chemise. Ses doigts s'attardèrent. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Suis-moi à la maison, j'ai quelque chose à te montrer. » Dandy la suivit, le cœur battant. Pas d'amour, mais d'excitation. Le charme fonctionnait. Chez elle, Damba ferma la porte. Les enfants n'étaient pas là, ils étaient chez leur père pour quelques jours. « J'ai été dure avec toi, dit-elle. Nous, les femmes mûres, quand un jeune homme nous aborde, on le teste d'abord, on le gifle, on l'humilie. Les faibles ne reviennent jamais, mais les hommes déterminés reviennent toujours. » Dandy joua le jeu. « Vous êtes une femme exceptionnelle, madame. Appelle-moi Damba. » Ce soir-là, Dandy ne rentra pas chez lui. Dans sa tête, un seul calcul tournait en boucle. Combien d'argent pouvait-il soutirer à cette femme avant de disparaître? Quand Day et Wang Bua revinrent de chez leur père, ils trouvèrent un inconnu assis dans le salon. Jeune, souriant, installé comme s'il était chez lui. « Maman, c'est qui ?» demanda Day. Damba se tenait debout, les bras croisés. « C'est Dandy, mon nouveau compagnon. À partir d'aujourd'hui, il vivra ici avec nous. » Le silence fut lourd. « Ton compagnon ?» répéta Day. « Maman, il a à peine mon âge. Tu as perdu la tête ?» La voix de Damba claqua. « Est-ce que je n'ai pas le droit d'être aimé? Vous pensez que parce que votre père est parti, je dois rester seul pour toujours ?» Wang Bua regarda Dandy. Dandy soutint son regard. Quelque chose dans ses yeux mit Wang Bua mal à l'aise. Un éclat froid, calculateur. « Maman, dit Wang Bua calmement, on ne te dit pas de rester seul. Mais cet homme, quelque chose ne va pas. »« Ça suffit, cria Damba. Je suis chez moi. Et si votre père est devenu le grand homme politique qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors, ne me dites pas comment vivre ma vie. » Dai attrapa le bras de son frère. « Viens, Wang Bua, laisse tomber. » Dans la chambre, Dai murmura. « Ce garçon est bizarre. Tu as vu comment il souriait, comme s'il avait déjà gagné quelque chose. » Wang Bua hocha la tête. « Quelque chose ne tourne pas rond chez maman.
Depuis quand ramène-t-elle un homme à la maison comme ça du jour au lendemain? Ce n'est pas elle. Ce que Day et Wangbwa ignoraient, ce que Dandy ignorait, ce que tout le quartier ignorait, c'est que Damba menait une double vie depuis 10 ans. Bien avant le divorce, bien avant que Pahimi ne devienne député, Damba avait consulté une femme. On l'appelait Maman Djaouvé. Elle vivait à l'extérieur de la ville, dans une maison entourée d'arbres que personne ne taillait jamais. C'était Maman Djaouvé qui avait donné à Damba les moyens de propulser la carrière de Pahimi. Pas par la prière, pas par le travail, par le sang. Pour qu'un homme monte en politique, avait dit Maman Djaouvé, il faut nourrir les esprits régulièrement. Ils donnent le pouvoir, mais ils exigent de l'énergie en retour. De l'énergie vitale, celle des jeunes. Le pacte était simple. Pahimi devait coucher avec de jeunes filles. Damba devait coucher avec de jeunes hommes. Chaque rapport aspirait une partie de l'énergie vitale de la victime. Cette énergie était ensuite canalisée par Maman Djaouvé vers les esprits qui protégeaient la carrière de Pahimi. Damba et Pahimi n'avaient jamais vraiment divorcé. La séparation était une mise en scène. Pahimi continuait ses rituels de son côté, Damba du sien. Chaque fois qu'une nomination approchait, chaque fois qu'une élection se profilait, il fallait intensifier les sacrifices. Les jeunes hommes que Damba séduisait ne se doutaient de rien. Ils pensaient avoir de la chance. Une femme mûre avec de l'argent qui les gâtait. Mais au fil des semaines, ils maigrissaient, perdaient le sommeil, toussaient sans raison, puis un jour, ils s'effondraient. Personne ne faisait le lien. Les médecins parlaient de maladies inexpliquées, le quartier parlait de malchance. Quand Dandy était venu chez Pataïwe pour obtenir un charme d'amour, il croyait manipuler Damba. En réalité, Damba l'avait déjà repéré. Quand elle l'avait giflé ce dimanche-là, ce n'était pas du mépris, c'était un test. Elle attendait de voir s'il reviendrait. Quelques jours après l'installation de Dandy dans la maison, Damba se rendit chez Maman Djaouvé. « Le jeune homme est en place, dit-elle. » Maman Djaouvé sourit, révélant des dents jaunies par les années et la noix de cola. « J'ai vu en lui une étoile brillante. Son énergie est puissante. Continue de coucher avec lui. Vide-le lentement. Ne précipite rien. »« Il pense que je suis sous son charme, » dit Damba. Maman Djaouvé éclata d'un rire sec. « Un charme de marabout de quartier contre ce que nous pratiquons depuis 10 ans, laisse-le croire ce qu'il veut. Son petit morceau de tissu ne le protège de rien. Continue le jeu, et quand il sera vide, tu le jetteras comme les autres. Et les nominations de Pahimi, elles approchent. Dis-lui de continuer avec les filles de son côté. De notre côté, ce jeune homme suffira. Son énergie vaut celle de 3 hommes ordinaires. » Damba hocha la tête et repartit. Dans la nuit, une chouette poussa un cri au-dessus de la maison de Maman Djaouvé. Un cri qui ressemblait à un rire. Les premières semaines, Dandy vivait un rêve. Damba le couvrait de cadeaux. Argent, vêtements, nourriture. Il mangeait bien, dormait bien, ne travaillait plus. Il se croyait maître du jeu. Mais au bout du 2e mois, quelque chose changea. D'abord la fatigue. Une fatigue lourde permanente, qui ne partait pas même après 10 heures de sommeil. Puis la toux. Sèche au début, puis profonde, déchirante. Dandy perdit du poids. Ses joues se creusèrent, ses yeux s'enfoncèrent. Il avait froid en permanence, même en plein soleil. « Tu ne manges pas assez, » disait Damba en lui caressant le visage. « Tu travailles trop. » Mais Dandy ne travaillait pas. Il ne faisait rien, et pourtant, chaque matin, il se sentait plus faible que la veille. Une nuit, il se réveilla en sursaut. La chambre était froide, glaciale. Son souffle formait de la buée. En face de lui, au pied du lit, une silhouette se tenait debout, immobile. Dandy cligna des yeux. La silhouette ne bougea pas. C'était une forme humaine sans visage distinct, enveloppée d'une lumière grise. « Qui est là ?» murmura-t-il. La silhouette leva un bras lentement, comme si le geste lui coûtait un effort immense. Puis elle pointa Dandy du doigt. Dandy voulut crier. Aucun son ne sortit. Quand il cligna des yeux à nouveau, la silhouette avait disparu. Le lendemain matin, il trouva le morceau de tissu du marabout par terre, à côté du lit. Il ne se souvenait pas l'avoir enlevé de sa poche. Ses mains tremblaient quand il le ramassa. Day fut la première à remarquer les changements chez leur mère. Pas seulement Dandy. Damba elle-même devenait différente. Elle frappait les enfants pour des riens, criait pour un verre mal posé, sortait la nuit sans explication et revenait à l'aube, les yeux rouges. « Tu as remarqué que maman change de plus en plus ?» dit Day à Wangbwa un soir.
Wangbo hocha la tête. Et ce dandy qui maigrit à vue d'œil. Il tousse depuis des semaines. Il a l'air d'un mort qui marche. Wangbo, je crois que ce n'est pas normal tout ça, ce n'est pas naturel. Wangbo resta silencieux un moment, puis il dit « Tu te souviens de ce que maman a dit un jour? Que si papa est devenu un grand homme politique, c'est grâce à elle ?» Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Ils se regardèrent. La même pensée les traversa. Mais aucun des deux n'osa la formuler à voix haute. Un matin, Dandy se réveilla incapable de se lever. Ses jambes ne répondaient non plus. Sa vue était trouble. Il avait l'impression qu'on lui aspirait l'air des poumons. « Damba » appela-t-il faiblement. « Damba, je ne me sens pas bien. Il faut que j'aille à l'hôpital. » Damba apparut dans l'encadrement de la porte. Elle le regarda longtemps. Trop longtemps. Puis elle sortit une liasse de billets de son pagne. « Tiens, va te soigner. Quand tu iras mieux, on fera de grandes choses ensemble. » Elle sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Dandy prit l'argent. Il se traîna jusqu'à la porte. Dehors, l'air frais le frappa. Il marcha lentement, s'appuyant contre les murs, mais il n'alla pas à l'hôpital. Une partie de lui, la partie orgueilleuse qui n'avait jamais disparu, se dit que ce n'était pas si grave, qu'il allait se reposer, qu'avec un peu d'argent, il pourrait d'abord s'acheter des vêtements, se refaire une apparence, puis voir un médecin plus tard. Il entra dans une boutique, acheta des habits, sourit devant le miroir malgré ses joues creuses. Puis il sortit. 3 rues plus loin, ses jambes cédèrent. Dandy s'effondra sur le sol, face contre terre. Les billets restants s'éparpillèrent autour de lui. Des passants s'arrêtèrent. Quelqu'un cria. Personne n'osa le toucher. Day passait par là. Elle le reconnut. Elle vit l'argent. Elle vit le corps immobile. Elle ramassa les billets et courut chez sa mère. « Maman, Dandy s'est effondré dans la rue. Il est peut-être mort. Et j'ai trouvé cet argent sur lui. » Damba ne broncha pas. Elle regarda l'argent dans les mains de sa fille, puis elle dit d'une voix glaciale « Qu'est-ce que tu fais avec cet argent dans ma maison? Pose ça immédiatement. »« Maman, tu as entendu ce que j'ai dit? Dandy est peut-être en train de mourir. » Damba se détourna. « Ce n'est plus mon problème. » Dae resta figée. Elle regarda sa mère s'éloigner vers la cuisine comme si de rien n'était, et à cet instant précis, quelque chose se brisa en elle. La certitude que sa mère n'était plus la femme qu'elle avait connue, ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment été. Cette nuit-là, Wangbo fit un rêve. Pas un rêve ordinaire, un de ces rêves qu'on ne raconte pas au réveil parce qu'on sait qu'ils ne viennent pas du sommeil. Il se trouvait debout dans une pièce sombre. Au centre, une flamme brûlait sans bois, sans mèche, sans rien. Autour de la flamme, 3 silhouettes étaient assises. Elle ne parlait pas avec des mots, elle parlait directement dans sa tête. Ton père et ta mère ont nourri les esprits avec le sang des innocents. Chaque promotion, chaque élection, chaque succès a été payé avec la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme. 10 ans de sacrifice, 10 ans de vie brisée. Wangbo voulut parler. Sa bouche ne s'ouvrit pas. Le jeune homme qui est tombé aujourd'hui n'est pas le premier. Il ne sera pas le dernier. Tant que le pacte tiendra, ta mère continuera, ton père continuera, et les esprits continueront de réclamer. Mais sache ceci, les esprits ne sont jamais satisfaits. Ils finissent toujours par réclamer ce qui est le plus proche. Un jour, ce ne sera plus un étranger. Ce sera toi ou ta sœur. Wangbo se réveilla trempé de sueur. Il faisait encore nuit. À côté de la maison, dans la cour, il entendit un bruit, des pas, puis le silence, puis un murmure. La voix de sa mère. Elle parlait à quelqu'un. Mais quand il regarda par la fenêtre, Damba était seul, agenouillé, les mains levées vers le ciel. Le lendemain matin, Wangbo convoqua Dae. Il lui raconta son rêve. Elle l'écouta sans l'interrompre. « Ce n'est pas un rêve, Wangbo, » dit-elle quand il eut fini. « C'est un avertissement. »« Je sais, qu'est-ce qu'on fait ?» ?»« On parle à maman. » Ils la trouvèrent dans le salon. Damba buvait son thé, calme, comme si le monde autour d'elle ne brûlait pas. « Maman, » dit Wangbo, « on sait. » Damba posa sa tasse. « Vous savez quoi ? On sait pour les sacrifices, pour les jeunes hommes, pour papa, pour la femme que tu vas voir en dehors de la ville. » Le visage de Damba se figea. Pendant une fraction de seconde, quelque chose passa dans ses yeux. De la peur, puis le masque revint. « Vous ne savez rien du tout. Vous êtes des enfants. Les enfants ne comprennent pas le monde des adultes.
Dandy est à l'hôpital, maman, dit Day. Il est en train de mourir. Et avant lui, combien d'autres? Damba se leva brusquement. Taisez-vous. Tout ce que j'ai fait, c'est pour cette famille. Pour que vous ayez un toit, de la nourriture, un avenir. Votre père ne serait rien sans ce que j'ai fait. Rien. Tu as détruit des vies, maman, dit Wangboi. Tu as pris l'énergie de gens innocents pour nourrir des esprits, et tu appelles ça de l'amour? Tu ne comprends pas le prix du pouvoir, siffla Damba. Personne n'arrive en haut sans sacrifier quelque chose. Moi, je me suis sacrifié pour que vous viviez bien. Et si le prochain sacrifice, c'était nous? Demanda Day d'une voix tremblante. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. Damba ne répondit pas. Elle prit son sac et sortit de la maison. La porte claqua. Le thé refroidissait sur la table. Damba se rendit chez maman Djaouvé. Elle entra sans frapper. Mes enfants savent. Maman Djaouvé resta assise. Je sais. Les esprits me l'ont montré cette nuit. Ils ont parlé à ton fils. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que les esprits ne mentent pas. Ce sont les humains qui mentent. Les esprits, eux, disent toujours la vérité à ceux qui sont prêts à l'entendre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maman Djaouvé l'observa, et pour la première fois, elle ne souriait pas. Damba, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Les esprits sont patients, mais leur patience a une fin. Depuis 10 ans, tu les as nourris avec l'énergie des autres. Mais chaque fois que tu donnes, ils en veulent plus, et maintenant ils réclament davantage. Davantage? Comment? Ils veulent quelqu'un de ton sang, un de tes enfants, Wangboi ou Day. C'est le prix final pour la prochaine nomination de Pahimi. Damba recula comme si on l'avait frappé. Mes enfants? Jamais. Jamais. Alors le pacte sera rompu. Et quand un pacte se rompt, Damba, les esprits reprennent tout ce qu'ils ont donné. Tout. La carrière de Pahimi, l'argent, la santé. Tout. Damba tomba à genoux. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. C'est le prix. Paie ou perds tout. Damba resta longtemps à genoux, puis elle se releva. Je perds tout alors. Maman Djaouvé la fixa. Tu es sûr? Mes enfants ne sont pas un prix. Ils ne l'ont jamais été. J'aurais dû comprendre ça il y a 10 ans. Elle sortit de la maison de maman Djaouvé pour la dernière fois. Les jours qui suivirent furent comme une tempête silencieuse. Pahimi perdit sa nomination puis son siège de député. Une enquête pour détournement de fonds fut ouverte contre lui. En une semaine, l'homme le plus influent de la région devint un paria. Les journaux qui le célébraient hier le traînaient dans la boue aujourd'hui. Damba vieillit de 10 ans en un mois. Ses cheveux blanchirent, son dos se courba. L'argent fondit comme de la glace au soleil. Les amis disparurent. Les voisins murmuraient en la voyant passer. Dandy, lui, survécut. Les médecins ne comprirent jamais ce qui lui était arrivé, ni pourquoi il guérit si soudainement. Le jour où Damba avait rompu le pacte, la fièvre de Dandy était tombée, comme si quelqu'un avait coupé un fil invisible. Il quitta le quartier sans se retourner. Il ne revit jamais Damba. Il ne retourna jamais chez Pataïwe. Il jeta le morceau de tissu dans un feu et regarda les flammes le consumer. Quant à maman Djaouvé, on dit qu'une nuit sa maison prit feu. Personne ne sut comment. Personne n'alla vérifier. Les arbres autour brûlèrent aussi. Le lendemain, il ne restait que des cendres et une odeur âcre que le vent mit des semaines à disperser. Day repassa son concours l'année suivante, sans parrain, sans piston. Elle obtint la 7e place sur 400 candidats. Le jour où elle reçut sa lettre d'affectation, elle ne pleura pas. Elle sourit simplement et rangea la lettre dans son sac. Wangboi termina ses études. Il trouva un emploi modeste mais honnête. Il n'aimait pas parler du passé. Quand quelqu'un évoquait le nom de Pahimi, il changeait de sujet. Damba ne vécut plus très longtemps, et elle vécut mal. Elle restait seule dans la maison devenue trop grande, trop silencieuse. Ses enfants venaient la voir parfois. Ils ne parlaient jamais de ce qui s'était passé. L'amour était encore là, quelque part. Abîmé mais vivant comme une cicatrice qu'on apprend à porter. Un soir, assise dans la cour, Damba dit à Day « J'ai voulu tout vous donner, et j'ai failli tout vous prendre. » Day ne répondit pas. Elle s'assit à côté de sa mère et regarda le ciel s'assombrir. Parfois, le silence dit ce que les mots n'osent pas. Le pouvoir obtenu par le sacrifice des innocents ne dure jamais. Il brille un temps comme le feu, puis il consume celui qui l'a allumé. Quand une mère choisit l'ambition au détriment de la protection de ses enfants, elle cesse d'être un refuge
et devient un danger. Et quand un jeune homme croit pouvoir manipuler des forces qu'il ne comprend pas, il découvre trop tard qu'il n'était qu'un pion sur un échiquier plus grand que lui. Les esprits ne donnent rien gratuitement. Ce qu'ils offrent d'une main, ils le reprennent de l'autre, et le prix final est toujours plus élevé que ce qu'on avait accepté de payer au départ. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Lydie au cœur de l'Afrique et laisse un j'aime.